Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychologique, collection fondée par Philippe Breneau et dirigée par Joël Bernat. Sans exclusive ni frontières, les logiques président au fonctionnement psychique comme à la vie relationnelle. Toutes les pratiques, toutes les écoles ont leur place dans Psychologie. Dernière parution. Denis et Michael Fellu. La thérapie systémique individuelle et familiale, 2022. Asma GUENIFI, les temps psychiques du deuil, 2022. André Robert. Une équipe médico-sociale à la recherche du prendre soin. Un cheminement transdisciplinaire pour une meilleure organisation, 2022. Dimitri KIJEK, Psychiatrie désemparée, un héritage, 2022. Josiane CHAUVEAUOBRINGER, Thérapie d'enfant, un regard gestaltiste, 2022. Vicky Cuquierman, Les troubles du langage dans la schizophrénie. Recherche actuelle et stratégie thérapeutique, 2022. Patrick Angeraou, L'adolescent et ses troubles, guide clinique et psychopathologique, 2022. Nicolas Sajus de Cocola, De la maltraitance à la résilience. Le désespoir dépassé, 2022. Thierry NUSSBERGER, Dire, Les chemins psy. Du symptôme hostile, 2022. Jean-Paul MWENGENGOIE, La dépression chez les jeunes migrants subsahariens, 2021. Annick Bernabéo et Benoît Marceau, La psychose en résidence, hébergement et psychothérapie, 2021. Loïc Lerouge, Dire, La numérisation du travail, enjeux juridiques et sociaux en santé au travail, 2021. Clément Rizet, étudiant en souffrance psychique. Une jeunesse déboussolée, 2021. À l'association Voir écouter comprendre. Et si les choses sont bien telles que l'on peut manifestement les voir, que faisons-nous ici, nous? Qu'attendons-nous? Que rêvons-nous? Il nous convient de nous arranger et de prendre nos dispositions. Préface. Le livre de Mathieu Braun nous raconte une brève histoire, celle de la traversée de la pandémie de Covid-19 par un groupe de patients et de soignants en psychiatrie. Pendant cette crise sanitaire sans équivalent dans notre histoire contemporaine, les patients présentant une souffrance psychique et leurs soignants ont été soumis à des contraintes telles que la désorganisation totale du système de soins a failli les emporter tous. Mais la culture de la psychothérapie institutionnelle inscrite depuis de nombreuses années dans ce service par le Dr Chapreau et son équipe, a eu raison des risques encourus. Si les concepts de la psychothérapie institutionnelle ont été inventés en grande partie par Tosquel au cours de la guerre civile espagnole puis de la Deuxième Guerre mondiale, nous nous étions habitués à l'idée que leur importance était principalement en rapport avec le suivi dans la continuité des psychopathologies chroniques, et tout particulièrement des pathologies archaïques telles que la schizophrénie et la psychose. D'ailleurs, la continuité des soins, concept au fondement de la psychiatrie de secteur, n'est-elle pas la condition de possibilité de la prise en compte du transfert dans la cure? Mais voilà que Mathieu Braun nous invite à une relecture de ces concepts garants d'une humanité en psychiatrie, à la lumière de l'expérience des confinements successifs qui vient à peine de se terminer. En effet, en livrant un récit polyphonique, multiple, complexe, disparate à partir de très nombreux témoignages des patients et des soignants, il permet au lecteur de cheminer dans les différentes étapes de cette tragédie humaine en partant de la réalité vécue par les protagonistes. Ce qui pourrait paraître confus devant l'abondance des verbatims, se révèle au fur et à mesure de la lecture comme une création impressionniste, le peintre procédant par touches successives tout en ayant dans la pensée l'idée de ce qu'il veut nous offrir. Les narrations, les dires, les aphorismes, les assertions sont ordonnés par groupes de couleurs et constituent à l'instar des nymphéas de Monet, des fresques racontant les passages, les avancées, les échecs, les trouées de lumière de l'aventure collective. Les outils de la psychothérapie institutionnelle y sont évoqués, non pas sur un mode universitaire, mais comme des ponts sur lesquels passer par gros temps, comme des navires sur lesquels transiter quand le coup de vent s'est éloigné, comme des clairières quand le soleil a refait son apparition. Le club thérapeutique est ici central dans les opérations de reconquête des échanges humains. Mais les activités qu'il rend possible donnent un sens tout particulier aux nécessités de sortie des confinements. Remarcher, rejardiner, reboire un pot à la cafétéria.
La psychothérapie institutionnelle apparaît comme une méthode de traversée des angoisses, quelles qu'elles soient, en appui sur les rites humains restaurés par un collectif de soignants et de patients confiants dans leur solidarité respective. Et qui dit méthode, s'oblige à l'exercice de la pensée. Non pas une pensée académique, orthodoxe, endoxale, mais une pensée vivante, actuelle, travaillée. Une pensée nécessitant des collectifs, des groupes, des réunions de constellation. Une pensée critique, alerte, mobile, ouverte sur le monde et avec les autres. Point n'est besoin d'en décrire les processus, ni les sous-jacents ou les tactiques. Il suffit de lire le récit qu'en donne Mathieu Braun pour se laisser guider dans les arcanes du vivant, et entrevoir que la psychiatrie humaine est rendue possible par le mouvement de psychothérapie institutionnelle et ses variations plurielles, déclinées dans chaque équipe qui en prend le risque. Point n'est besoin d'une démonstration des arguments qui ont permis à ce collectif abbevillois de traverser la crise sanitaire. Il suffit d'accueillir en soi les paroles des patients et des soignants qui témoignent de l'épopée, pour découvrir les articulations qui l'ont rendu possible. Point n'est besoin de critiquer tout ce qui émerge aujourd'hui dans les pratiques vétérinaires de la psychiatrie, de la contention abusive aux méthodes rééducatives forcées, en passant par la publicité mensongère d'un scientisme malhonnête justifiant les surconsommations de substances pharmacologiques. Il suffit d'assister avec émotion aux ouvertures culturelles qui nous sont contées dans cet ouvrage cousu main pour ouvrir des savoirs disqualifiés. Bref, vous l'aurez compris, ce livre montre à l'envi que la psychothérapie institutionnelle, non seulement assure une fonction phorique au long cours pour les patients de la psychiatrie, mais également aide puissamment à traverser les crises sanitaires sans trop de dommages. Merci à Mathieu Braun d'avoir pris la peine d'en rendre compte en prenant en considération toute la complexité de l'entreprise, à la fois sur les plans épistémologiques, anthropologiques et thérapeutiques. Pierre de Lyon, professeur émérite de pédopsychiatrie, psychanalyste. Avril 2022. Introduction. 1. Contexte. La psychothérapie institutionnelle est une orientation psychothérapeutique qui aborde les crises, psychotiques, institutionnelles, comme des occasions de créativité collective et d'élaboration clinique. En effet, les clubs thérapeutiques sont souvent décrits comme des machines à créer des crises et à les traverser. Qu'en est-il lorsqu'une crise externe à l'institution bouleverse les settings ? Dans ce contexte, la psychothérapie institutionnelle est-elle un dispositif de traversée de crise ? Comme nous le savons trop bien, la crise sanitaire débutée en mars 2020 liée à la pandémie de la Covid-19, SARS-CoV-2, transforme les rapports sociaux, la liberté de déplacement et la vie quotidienne de l'ensemble de la population. Un premier confinement annoncé le 17 mars 2020 modifie l'ensemble des pratiques et des habitudes au sein des établissements de santé. Un impact psychique conséquent est décrit chez les professionnels soignants. Les outils spécifiques du soin en psychiatrie, entretien, activités thérapeutiques, travail de réseau, semblent particulièrement concernés par les décisions sanitaires. Si les conséquences du confinement paraissent dans un premier temps modérées chez les sujets schizophrènes, pouvant même éprouver un sentiment de normalisation, qu'en est-il des institutions qui les portent ? D'autant que cette crise surgit dans un contexte déjà tendu, que les médias nomment volontiers la crise de l'hôpital psychiatrique. Bien que la notion d'espace soit au cœur de la psychopathologie de la schizophrénie, la fonction club ne se résume pas à un espace géographique. Cependant, dans les institutions orientées par ce dispositif, les concepts clés, fonction réunion, liberté de circulation, ont dû être réquestionnés. Nous explorerons l'expérience du 6e secteur d'Abbeville. Nous tenterons de suivre au plus près les réaménagements du dispositif, ses trouvailles et ses bricolages, mis en mouvement par la crise sanitaire. En effet, au sein de cette institution, les logiques et modalités d'accompagnement doivent être réinventées. Si le collectif soignant-soigné s'institue et reste en devenir, comment les acteurs particuliers de cette institution peuvent-ils se réorganiser ? 2. Genèse. La crise sanitaire sollicite l'ensemble de l'institution, nous met au travail. Lorsque certains se mettent à écrire, d'autres évoquent leur souhait de réfléchir et d'écrire également. L'idée d'une recherche émerge. Un cadre de travail se dessine. Nous prenons des notes lors de nombreuses réunions de l'institution. Nous créons des espaces de parole,
où soignants et soignés évoquent librement leur vécu de la crise. Des patients isolés reviennent à l'hôpital et témoignent, prennent la parole. Débute une longue série d'entretiens enregistrés et de prises de notes. Le collectif semble s'approprier cette recherche, s'y engage. Je suis saisi par cette préoccupation communautaire, révélée par une contribution collective. Dès que cela est possible, cette étude est proposée comme médiation lors d'une réunion du club thérapeutique. Un patient commente : ça peut peut-être nous soigner de réfléchir ensemble à ce qu'on est en train de vivre ? L'idée d'une recherche commune s'institue. Alors des gars pour la recherche ponctuent les réunions, presque des scansions interprétatives qui signalent que quelque chose de sans doute important vient d'être dit. Nous voilà doublement impliqués, comme chercheurs et comme acteurs, et cela à la fois comme soignants et comme force de proposition. Cette recherche se décline donc sur deux axes mêlés, une production de savoir et une fonction thérapeutique. 3. Narration préliminaire. Puisqu'il est d'usage de se situer et de situer son travail interne, je souhaite apprendre de la singularité d'un dispositif orienté par la psychothérapie institutionnelle. Soit, au sein duquel le collectif lui-même s'analyse et se considère comme un levier thérapeutique. En novembre 2019, j'arrive à Abbeville dans un service qui s'en inspire et se l'approprie. J'espère y découvrir une ambiance sereine que j'imagine propice à la créativité. Je suis surpris de la déception avec laquelle on m'apprend qu'en ce moment tout roule, que ça ronronne. Surpris encore, lorsqu'on m'annonce avec joie la démission du trésorier historique de l'association Club Thérapeutique et la nécessité d'élire un nouveau bureau. Il va y avoir du bordel, c'est bien que tu puisses participer à ça, quand tout va de soi, c'est un problème. J'apprends qu'une crise peut être salutaire. En mars 2020 débute la crise sanitaire. La cafétéria, lieu de rassemblement du club, ferme. Les réunions et la libre circulation cessent. Quel est ce nouveau type de crise qui vient m'empêcher les crises ? Comment la psychothérapie institutionnelle répondra-t-elle à celle-ci ? Alors j'écris un journal clinique, comme Wajdi Mouawad écrit un journal de confinement qui circule entre collègues. Ce dernier fait du confinement un vêtement. Cela n'est pas sans évoquer Didier Anzieux et son concept d'enveloppe psychique et groupale. Il ajoute qu'il le porte, l'incarne jusqu'à devenir statue, figé. J'associe, me remets à penser. Un patient suivi sur le 6e secteur d'Abbeville s'isole à l'intérieur d'une tente installée dans son appartement. Il refuse d'ouvrir aux infirmiers qui se rendent à domicile. Je pense à notre expérience partagée, à un patient hébéphrène d'habitude animé par le club thérapeutique, qui apparaît suffisamment désarrimé pour susciter chez un soignant le mot d'esprit « Covid, coquille vide ». Un patient hospitalisé délire sur le virus russe, les Italiens et les Américains. Un infirmier, sans doute aux prises d'identification projective ou d'identification simple au chef de service, relate : il était dans la toute-puissance, ne respectait pas les consignes, alors j'ai fermé mon service. Ce patient est isolé. Lui parle de confinement. J'ai été confiné. Il demande à son thérapeute de tout faire pour que le monde redevienne comme avant. Une autre patiente demande à être isolée dans sa chambre pendant toute la durée du confinement, se plaint d'être confinée dans sa tête. Un autre fugue et explique : c'était plus mon ambiance. Les crises sanitaires réorganisent la société et les institutions. Michel Foucault, en philosophe plus qu'en historien, nous invite à les interroger. Il rappelle les mesures qu'il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville. La peste comme forme à la fois réelle et imaginaire du désordre a pour corrélatif médical et politique la discipline. Derrière les dispositifs disciplinaires se lit la hantise des contagions. Selon cet auteur, une organisation en profondeur des surveillances peut aboutir à ce qu'il nomme après Louis-Pierre Batelard des institutions complètes et austères, quand l'exclusion des lépreux puis celle des fous et des marginaux, grand enfermement s'ajoute au quadrillage des pestiférés. Cette appellation n'est pas sans rappeler celle de totale institution, traduite institution totalitaire qu'Erving Goffman définit comme un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d'individus, placés dans la même situation, coupés du monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont explicitement et minutieusement réglées. Cet auteur avance que la dynamique de ces procédés a été étudiée en détail par les spécialistes de ce qu'on appelle la sociothérapie,
Milieutherapie. À cette proposition correspond une note de bas de page de Robert Castel, sociologue français. Milieutherapie, conception du travail thérapeutique dont Mr. S. Schwartz et M. Jones par exemple se sont fait les théoriciens anglo-saxons, selon laquelle l'ensemble des membres du personnel hospitalier et toutes les dimensions de l'expérience hospitalière doivent exercer une fonction thérapeutique sur le malade. En France, les praticiens de la psychothérapie institutionnelle ont adopté cette conception. En effet, si la sociothérapie américaine et celle de François Tosquel précèdent l'œuvre d'Erving Goffman, le séminaire Le Collectif de Jean Houry me semble en proposer une réponse. Qu'en est-il ? C'est bien le collectif qui me soigne de ces rêveries alarmistes. Ce travail de recherche est un produit sécrété par l'institution. Une modeste médiation, dont soignants et soignés parfois se saisissent. Acteur de l'institution, je me l'approprie, chercheur, je tente de me distancier, d'adopter une posture réflexive. Je rêve d'un travail non pas simplement sur la psychothérapie institutionnelle, mais également de psychothérapie institutionnelle. Nous observons ensemble des remaniements majeurs du collectif. Comment des clivages latents mais jusqu'alors impensables se révèlent. En effet, dans un premier temps, le club et le secteur s'opposent. Nous apprécions alors par quel processus ces nouvelles lignes de démarcation se remanient. Dans un second temps, elles aboutissent à de nouvelles catégorisations sociales entre patients, clients, patients, adhérents, bénévoles et même les pyjamas, termes qui désignent les patients hospitalisés selon des consignes strictes dans un premier temps. Nous constatons encore des formations en miroir. Des patients organisent des réunions de transmission comme font les médecins, afin d'organiser leurs activités. De ces nouvelles interactions sociales, nous notons des modifications des représentations, une nouvelle topographie des liens intersubjectifs. Ainsi, le président du club remercie le chef de service de sa participation aux soins, comme si le club était au centre d'un dispositif dont le service ne serait qu'une annexe. Un appel commun est lancé sur une web radio, appel à l'expression, au partage, au lien. Un patient évoque. On va essayer de communiquer, virtuellement présent, une présence peut-être pas humaine mais quand même chaleureuse, réellement, le cœur est là. Ceux pour qui les responsabilités proposées par l'association représentent un but pour se lever et sortir de chez soi, affirment désormais qu'on a le droit de sortir sans soignant. Des premières activités entre soignés exclusivement voient le jour. Les mesures barrières deviennent médiation, l'occasion de jeu. Un entretien informel dans les interstices devient chorégraphie, tu t'approches d'un pas, je recule d'un pas, je m'approche de 2 pas. De ce confinement naissent des désirs convergents vers un ailleurs, vers la cité, qu'un patient commente. Lâcher les fous, c'est l'anti-asile. Les liens entre l'intra et l'extra-hospitalier se renouent selon de nouvelles logiques. Des liens avec l'administration de l'hôpital se tissent. C'est la première fois qu'un soigné a été invité à une réunion avec les cadres de l'hôpital. Ce qui me saisit de ce cas clinique institutionnel, c'est sa vivance, son dynamisme palpable, son élan, et sa mise en sens perpétuelle, fruit d'une liberté de parole qui anime. Byron Good perçoit dans la position de Lewis Henry Morgan un abord approprié de l'anthropologie médicale. Pour penser, il faut s'engager. En effet, ici, mon engagement dans le dispositif me permet de saisir en partie le déplacement opéré par la psychothérapie institutionnelle. La thérapeutique semble dépasser l'action d'un soignant sur un soigné. Les lieux et les interactions se dialectisent au sein d'un cadre qui, s'instituant, participe, comme outil de soin, à de nouvelles relations, à de nouvelles énonciations. 4. Pour nous repérer, quelques définitions. Avant d'envisager ce travail, nous nous devons de présenter quelques définitions. Nous nous intéresserons dans un premier temps à la psychothérapie institutionnelle. Nous aborderons son histoire et quelques-uns de ses concepts clés, son actualité puis son application singulière au sein du 6e secteur d'Abbeville. Dans un second temps, nous ébaucherons quelques considérations au sujet des notions de dispositif, de crise et de traversée. 1. La psychothérapie institutionnelle. 1. D'une histoire comme épistémologie. L'appellation de psychothérapie institutionnelle apparaît pour la première fois en 1952 dans un article de Georges Daumaison et Philippe Coquelin, intitulé «
La psychothérapie institutionnelle française contemporaine, publié dans les années portugaises de Psychiatria. Cet article s'inscrit dans un contexte de transformation du paysage psychiatrique. Découverte de la chlorpromazine en 1951, publication du DSM-1 d'inspiration psychodynamique en 1952, ouverture de la clinique de la Borde par Jean Houry en 1953 ainsi que les prémices de l'élaboration du secteur. La psychothérapie institutionnelle ne se réduit pas à une technique, son mouvement s'articule à un corpus psychiatrique dont découlent quelques points de repère. Après avoir abordé l'héritage du traitement moral, de Philippe Pinel et Jean-Baptiste Pussin, nous nous intéresserons au mouvement de la psychothérapie institutionnelle française. À devenir du traitement moral, de Philippe Pinel et Jean-Baptiste Pussin. Au décours de la Révolution française et dans l'héritage des encyclopédistes, la place du citoyen dans la cité se réquestionne. Philippe Pinel nous rappelle les temples de l'ancienne Égypte, dans lesquels les chants les plus agréables et les peintures voluptueuses devaient opérer souvent des changements salutaires chez les patients mélancoliques. Puis, il prolonge les idées de Jean-Baptiste Pussin, ancien malade tuberculeux, interné avec les fous, les galeux, etc., devenu surveillant et invite les soignants à s'appuyer sur la part de raison des aliénés. Traducteur de William Cullen, sa traduction ne sera pas éditée, il introduit en France la pensée anglo-saxonne. Ainsi, il préconise dans son ouvrage Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie, 1809, l'accès à des mouvements non dangereux au sein de l'hôpital, le soutien des pairs ainsi que des paroles de bienveillance et d'amitié. La négociation et la moralisation deviennent des thérapies adressées à des citoyens en devenir. La loi de 1838 promeut les asiles départementaux. Jean-Étienne Esquirol, l'un de ses instigateurs, développe une méthode dite perturbatrice, de secousse morale, et affirme qu'une maison d'aliénés est un instrument de guérison. Entre les mains d'un médecin habile, c'est l'agent thérapeutique le plus puissant contre les maladies mentales. En 1870, François Leray se décale de l'abord philanthropique. Il suspecte les discours onctueux d'être plus volontiers adressés aux assistants qu'aux malades. Il admet que la relation affective est un levier puissant, un échafaudage mais qu'alors la conscience risque de s'opposer à la réputation. En effet, il estime que les soignants ne doivent pas rechercher de sourire reconnaissant des soignés, qu'ils nourrissent mais qu'ils guérissent. Il esquisse ainsi les prémices d'une pensée de la relation transférentielle en plus d'être reconnu comme un des précurseurs de la remédiation cognitive, pour avoir entendu le délire comme une erreur. Au début du XXe siècle, Hermann Simon, influencé par l'école de Zurich et la psychanalyse naissante, met en évidence les conséquences iatrogènes ou thérapeutiques nées des interactions entre l'individu et son milieu, décrit comme vivant, en équilibre. Précurseur de l'ergothérapie, les patients accompagnent les soignants à la réhabilitation des pavillons afin de lutter contre l'inaction, l'ambiance défavorable de l'hôpital, et le préjugé d'irresponsabilité du malade lui-même. On lui prête l'aphorisme « Pour soigner les patients, l'hôpital doit commencer par se soigner lui-même ». B. Le mouvement de la psychothérapie institutionnelle en France. Pendant et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, un champ de réflexion s'ouvre sur les lieux d'enfermement, notamment les asiles psychiatriques, particulièrement éprouvés lors du conflit. Ce travail participe à la théorisation de ce qui sera nommé la psychothérapie institutionnelle, dont nous pouvons dégager 3 courants. 1. Le courant dit ASM13, Association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris, mouvement associatif et premier secteur institué. Proche de la Société psychanalytique de Paris, ce courant est représenté par des cliniciens et théoriciens tels que Philippe Pommel, Paul-Claude Racamier, Serge Lebovici ou René Diatkine. Pour ces derniers, l'accompagnement des patients se divise entre le traitement psychanalytique, individuel ou de groupe, et le soin sociothérapique, infirmier. Il s'inspire des travaux issus de la clinique Chestnut Lodge, Aristarch Sullivan, Freda Fromm-Reichmann, Alfred Stanton, Harold Searles, notamment des groupes de parole et des réunions soignants-soignés. 2. Le courant des aliénistes. Appelé également courant marxiste, des membres tels que Lucien Bonafé, membre du Parti communiste français, ou Georges Daumaison, psychiatre réformiste,
œuvre pour des soins dans la cité, articulée avec l'ouverture des asiles. Les murs de ce dernier semblent composés d'un double feuillet. S'il importe d'ouvrir l'hôpital sur la cité, encore faut-il que la cité s'ouvre à l'accueil de la folie. Un travail de réseau vise à soigner les patients au plus proche de leur lieu de vie. Il participe à la circulaire du 15 mars 1960 sur la sectorisation. Le secteur sera légalisé en 1985. Le freudisme est alors perçu comme une science bourgeoise, même si Lucien Bonafé reconnaîtra plus tard sa dette envers la psychanalyse. 3. Le courant Saint-Alban, dit deux jambes, l'une psychanalytique, l'autre marxienne. Représenté entre autres par François Tosquel, Jean Houry, Félix Guattari et Pierre de Lyon, ce courant repose sur une attention conjointe portée aux aliénations psychiques et sociales. Pour ces derniers, chaque membre d'une institution peut occuper une place psychothérapique singulière. Celle-ci peut être analysée au sein d'un collectif toujours en réinvention. C'est à ce courant que se réfère l'institution étudiée dans ce présent travail. Les influences et élaborations psychiatriques s'enrichissent de rencontres et d'échanges scientifiques et culturels venus d'autres champs du savoir. Philosophique Georges Canguilhem, Henri Maldinet, Gilles Deleuze, sociologique, Robert Castel, artistique, mouvement surréaliste, Paul Éluard séjourne clandestinement à Saint-Alban pendant l'occupation. Jean Dubuffet conceptualise l'art brut autour des travaux d'Auguste Forestier, patient et artiste de l'hôpital. Politique, François Tosquel est membre du POUM pendant la guerre des apostrophes. Espagne, Frantz Fanon exerce à Saint-Alban de 1952 à 1953. Éducative, Fernand Deligny, mouvement de la pédagogie institutionnelle initié par Fernand Houry. Si cette richesse intellectuelle stimule alors une pensée créative, un écueil romantique, fétichisation des discours et des imaginaires, risque aujourd'hui de scléroser son déploiement et alors d'occulter l'actualité de la recherche et des pratiques. 2. Concept clé. Nous nous intéresserons au concept d'ambiance, de transfert dissocié, de fonction diacritique et de fonction club, avant d'aborder leur lecture possible par le prisme d'autres modèles contemporains et au regard de l'actualité de la recherche. Ces concepts seront illustrés à l'occasion du cas clinique institutionnel. À l'ambiance. L'ambiance est de l'ordre du pathique. Une atmosphère, une tonalité relative à l'accordage affectif et la syntonie. Elle est indivisible, immédiate, omniprésente, diffuse, ne peut être évoquée pleinement, mais peut être l'objet d'une narrativité transformatrice. Elle est aux prises avec la sous-jacence, rhizomatique, constituée des strates de l'histoire institutionnelle sédimentée, imprégnée de sa culture, des formations et orientations théoriques des soignants. Elle résonne avec les arrière-pays des acteurs. Entre projection et transitivisme, elle dévoile des éléments psychopathologiques. Le gradient pathoplastique exprime la iatrogénie des modalités de fonctionnement collectif. L'insanisation, par exemple, décrit des comportements d'équipe qui reflètent, dans une inscription microsociologique, les organisations psychiques des soignés, et qui peut être source de contre-attitude. L'endoxalité est une des propensions des collectifs à agir souterrainement, et à n'en rien vouloir savoir. Ainsi, l'ambiance colore des espaces de rencontre et de dire dans lesquels se déploient des relations transférentielles. B. Transfert dissocié et contre-transfert institutionnel. Les psychopathologies psychodynamiques et phénoménologiques insistent sur une double dilution du rapport au monde des sujets psychotiques. Houry, 1983. Les clivages, le défaut d'ipséité, propre à soi, en continuité de soi, l'image de lambeau répandu du soi évoque une dilution spatiale. La complexité de la continuité du sentiment d'exister, et de son rapport au temps suggère la dilution temporelle. Le transfert sur le collectif pluriel et permanent permet de recueillir ces éléments disparates du psychisme des patients, dans un lien infraverbal. Il se prolonge et se saisit dans des attitudes interprétatives marquées par la psychopathologie, et évite un vécu souvent persécutif d'un transfert mono-orienté. La fonction phorique, proche du holding winnicottien, décrit cet accueil psychique des patients. La fonction sémaphorique dépeint la transformation liée à la rencontre. Les soignants deviennent porteurs de signes de souffrance psychique et sont amenés à en porter le sens. La fonction métaphorique, par l'élaboration collective, permet une réunification, une mise en sens des matériels cliniques,
telle la fonction contenante des modèles bioniens. Ainsi, les réunions de constellation, réunions de différents soignants, familles, proches, réseaux investis autour du patient, réorganisent des éprouvés et associations éparses. Des affects et des pensées hétérogènes se déploient. Les morcellements et les clivages apparaissent et s'élaborent. Cette fonction réunion peut également opérer à l'occasion de réunions informelles, elle est alors décrite comme interstitielle. En effet, une institution évoque le cercle herméneutique, les parties éclairent le tout qui lui-même donne du sens aux parties. Une institution ne dort jamais, et certaines préoccupations peuvent être mises au travail jusque tard dans la nuit ou parfois en dehors des murs de l'hôpital. Si les réunions instituées sont des lieux de surgissement, elles se proposent également comme temps de centralisation, de restitution, de recueil et de partage, des élaborations sécrétées sans cesse par l'institution. Cependant, se réunir pour évoquer un matériel pluriel ne prétend pas à la synthèse. Une part de la clinique échappe toujours à la mise en sens. L'analyse institutionnelle propose ce cheminement à l'échelle collective. L'institution serait alors sur le divan. Par exemple, au sujet d'un projet de service, il s'agirait de repérer les besoins et les souhaits des différents acteurs, administratifs, infirmiers, familles, patients, etc., qui parfois entrent en conflit. Encore, d'entendre les clivages ou les tensions comme des éléments d'une clinique institutionnelle, et non pas réduits à des positions individuelles. L'injonction à une parole libre et nécessaire peut sembler paradoxale sans le recours à une autre conceptualisation. Ces fonctions diacritiques. Le sens, Horry 1986 s'articule d'un mouvement, d'un passage. Des espaces hétérogènes doivent ainsi être discriminés. La fonction praticable, reprise du théâtre, espace de la scène. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.